33 1 55 07 58 05 si vous nous appelez d'Afrique ou d'ailleurs. L'on referme les portes de cette première édition du Journal des auditeurs de la semaine avec la suite de la réflexion de notre dernier intervenant. Ce dernier fait une analyse générale sur la condition du continent africain. Liberté d'expression, liberté de pensée, démocratie. Voilà les remèdes qui peuvent guérir le mal africain. Écoutons-le. Moi qui aime tant la liberté et cette vérité qui vit en nous et fait de nous des êtres bien comme il faut, et pour nous la plus belle chose qui soit au monde et soit de l'essence. Mais aujourd'hui, au vu de ce qui se passe ici et là, de par le monde, on dirait qu'elle dérange. Mais qui dérange-t-elle? Moi qui me suis toujours pris pour un goéland, voilà que je réalise que les hommes ne sont pas, sont tout sauf ce que l'on croit. Et j'en viens à me demander où est donc passée la liberté de penser, cette notion si flatteuse qui donne à chacun de nous un sens noble à sa vie, une liberté d'entreprendre et non de prendre ce qui ne nous revient de droit. Voilà que certains, par la force des armes et par la force de toutes sortes de nuisances, nous privent de notre liberté de penser. Ce que tout homme a de plus précieux dans sa vie. Je me fais du souci pour la santé de la démocratie dans le monde. Les plus forts qui n'ont pas toujours été un modèle du genre dans le monde nous imposent leur loi, c'est-à-dire la loi du plus fort qu'ils voudraient qu'il soit toujours la meilleure. Et dans ce cas, à quoi nous sert la conscience? Quand des petits jougs de nous dérogent à la règle pour instaurer un état de non-droit, dans le doute et dans la suspicion, en faisant de cela la nouvelle donne mondiale des enfants terribles tenant de leur père, c'est vous dire à quel point l'humanité tend vers le chaos. Tout ce qu'on a combattu hier, ou tout ce qu'on a combattu par le passé, pour jouir d'un monde meilleur, nous revient en pleine figure. Le pouvoir a confisqué la liberté, et j'entends par liberté la démocratie au profit d'une mafia New Look qui relègue la Camorra italienne en si peu de choses, pour ne pas dire en des simples enfants de cœur. Il n'est plus que jamais d'actualité de tout faire afin de défendre la démocratie partout dans le monde, car les pionniers des coups foireux annoncent le couleur et sont en train de s'adonner à cœur joie à tout remettre en cause tant que les normes ne répondent pas à leurs intérêts. Ils vont juste à défier les honorables institutions qui deviennent dans leurs mains des simples instruments, pour ne pas dire des jouets d'enfants qu'ils manipulent à leur guise. God bless George W. Bush, les Américains ont fait leur choix. Le républicain vient d'être reconduit pour 4 ans à la tête de la première puissance mondiale. La politique américaine en Afrique, c'est le thème du JDA cette semaine. Alors, depuis vendredi dernier, les Nations Unies ont suspendu leurs activités humanitaires en Côte d'Ivoire. Vous imaginez donc la situation dramatique qui prévaut dans ce pays. Cela signifie que 800 000 Ivoiriens qui dépendent de l'aide internationale ne sont plus secourus. Et ça, c'est selon le Programme alimentaire mondial. Notre prochain intervenant fait un point sur cette situation dramatique et demande aux différents belligérants de mettre un peu d'eau dans leur vin et ainsi penser au peuple avant tout. Écoutons-le. Il faut que les hommes soient suffisamment intelligents pour ne pas se laisser tenter par le diable, emportés à la première empoignade, qui souvent se fonde sur des malentendus. L'intelligence n'a jamais
gouverner le monde. Cependant, les hommes sages ont toujours eu raison des événements. Ce qui démontre à quel point la maturité tend plus vers la sagesse des hommes que vers leur intelligence. Tant que nous ne l'aurons pas compris, nous ne cesserons de nous plaindre à tort et à travers et à longueur de temps. Pourquoi la crise ivoirienne s'enlise-t-elle et quels en sont les véritables enjeux? Est-ce que tout le monde est préoccupé par le bien-être des Ivoiriens ou simplement par des enjeux autres que nul n'ose l'avouer? À moins que les Ivoiriens se complaisent dans cette situation de bombe à retardement, mais cela m'étonnerait. Les belligérants devraient mettre un peu d'eau dans leur vin et s'abstenir des volets lyriques qui jettent facilement de l'huile au feu. On doit à tout prix cesser de jouer à ce jeu ô combien dangereux qui pourrait tout faire voler en éclats pour ne plus avoir qu'à s'en souvenir et il n'est jamais bon d'en finir par si on savait. J'accuse tous ces politiciens belliqueux qui pensent plus à eux qu'à la population qui vacille entre les discours des uns et des autres. Et à cette même population de réaliser qu'on domine plus facilement les peuples en excitant leurs passions qu'en s'occupant de leurs intérêts. C'est faire le mauvais choix que de camper dans ces positions les plus radicales. Un politicien, c'est d'abord celui qui sait faire prévaloir les intérêts de son peuple et de la meilleure façon qu'il soit. Entre le pire et le mal, on choisit toujours le mal. Et la classe politique ivoirienne doit à tout prix tout faire pour ne pas tomber dans le piège de la politique des leaders types de certaines grandes nations qui ont tout à gagner dans cet éclatement des institutions. Il faut aussi montrer au peuple le revers de la médaille. Ils ne doivent pas toujours faire le jeu de ces politiciens tellement trop bien intentionnés qu'on en vient à douter de leur bonne foi. À la population de donner un signe fort qui va contraindre les belligérants à des concessions qui ramèneraient à la Côte d'Ivoire une paix définitive et durable. La politique du pire n'est jamais la meilleure. Et ils s'en sont bien rendus compte. Pour le peuple, nous devons tous cultiver une culture de paix pour pas que nous sombrions dans le chaos absolu, donc dans l'anarchie totale. La démocratie doit guérir les hommes de leurs controverses en mettant sur un piédestal des institutions qui scellent l'union nationale, contrairement à celles qui les mettent au bord de l'abîme. La Côte d'Ivoire peut encore se ressaisir. C'est une question de volonté et la volonté tient des hommes. Merci et à très bientôt. Merci à vous. N'hésitez pas à réagir à l'actualité ivoirienne. La Côte d'Ivoire vit de nouveau dans la violence depuis 5 jours. Alors lundi, après un calme apparent et la visite du président sud-africain Thabo Mbeki, Abidjan a connu des... Du stratégique secteur des médias dans les pays africains participe de la logique de la mondialisation des marchés. Pour le prochain intervenant, cette concurrence est un mal nécessaire qui va susciter une émulation auprès des producteurs locaux. Selon lui, il ne s'agit pas seulement d'une question d'argent, mais surtout d'une question de ressources intellectuelles. Explication. L'Afrique, j'y crois. Son avenir n'a rien d'un rêve. Et même le rêve
sont à la portée des hommes, soucieux de leur existence et bien-être. L'Afrique, j'y crois fort comme tout. Et c'est plus qu'une simple question de méthode que d'approche, de savoir-faire que de savoir s'y prendre. Notre problème, c'est que souvent, on a manqué d'ambition et on croit que les bonnes choses viennent toujours d'ailleurs, donc des autres. Erreurs et mauvais calculs d'appréciation qui fait de nous des assistés simples consommateurs et éternels complexés, incapables de prendre le moindre risque afin de relever tout défi. Et l'enjeu économique sur le plan médiatique n'est pas un mélange du genre, mais une opportunité à saisir pour rendre plus active et rentable notre espace audiovisuel au lieu qu'elle continue toujours à être assujettie par des régimes en place. On ne peut pas continuer à se la couler tous sans avoir à fournir aucun effort. La concurrence ne doit pas faire peur, bien au contraire, doit pousser les gens, et plus particulièrement ceux de la profession, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ne jouons pas à une fuite en avant. De toute façon, tôt ou tard, la politique de la mondialisation passera bien par là. Alors, tant qu'à faire avec, pour ne pas avoir à le regretter amèrement sous l'épée de Damoclès. Il est connu de tous que seuls les débuts sont difficiles. Après, on s'y habitue, et de là, en fonction de la nature des enjeux, on prend les dispositifs. Le déferlement des médias audiovisuels ont mis en mal plus d'une de nos radios nationales et de nos télévisions nationales, d'où la crainte et la peur de certains qui n'ont jamais été de la profession et redoutent la perte de leur emploi. L'avenir de cette nouvelle ère est pour ma part une très bonne chose, car elle va obliger aux bons journalistes de nous proposer des produits de bien meilleure qualité qui sauront rivaliser avec ceux des chaînes et des stations privées et surtout avec des concurrents étrangers. Il y aurait à craindre pour la culture et pour l'identité nationale si les journalistes et les producteurs nationaux ne sont pas de taille à faire face à cette concurrence. Dans mes propos, il n'est pas question de prostituer nos valeurs et cultures. On peut toutefois intéresser le public local par la qualité de ces émissions sans autant disposer des moyens colossaux. Et puis, il est déconseillé aux médias de se replier sur eux-mêmes, excepté les médias nationaux qui jouent la carte de l'identité nationale, directement contrôlée par l'État. En France, c'est le cas de France 3 et de France 2, qui jouent deux cartes, mi-public, mi-privé. Je disais donc, un média qui se replie sur lui-même est un média qui est condamné à disparaître dans un bref délai. Avoir les moyens de sa politique n'est pas forcément une question d'argent, mais plutôt une question de ressources intellectuelles. L'argent, c'est beaucoup, mais ce n'est pas tout. Au loto, tout le monde a sa chance, et quelquefois, peu importe la mise. Au tiercé, aussi, tout le monde a sa chance, mais les turfistes en ont plus que les autres. L'avènement de ces médias ont eu une très grande influence sur nous et sur nos institutions, et cela est une bonne chose. Il faut que ça continue pour une bien meilleure ouverture de nos esprits. Je vous rappelle le thème de la semaine, l'Afrique et les médias audiovisuels. En moins de 10 ans, le paysage médiatique africain a connu une véritable révolution. Révolution entraînée par le vent de la démocratisation. Aujourd'hui, une quinzaine de satellites transmettant une centaine de chaînes de télévision et de radio arrosent le continent. Tandis que dans le même temps, les radios publiques et les radios privées, quand elles existent, ont du mal à trouver leur marque.
Avec leurs faibles moyens, les télés et les radios africaines ont du mal à supporter la concurrence des médias internationaux. Alors, le développement de la télévision et de la radio en Afrique passe-t-il forcément par l'ouverture du secteur audiovisuel aux opérateurs étrangers? Comment faire pour que les programmes des médias africains intéressent davantage le public local? Enfin, l'Afrique peut-elle s'ouvrir sans retenue aux médias importés sans qu'elle n'y perde son identité culturelle? Nous attendons encore et davantage vos analyses, vos commentaires et vos suggestions. L'impunité ne doit pas mettre en mal tout état de droit, au risque d'enrhumer toute une population, et cela pourrait avoir des fâcheuses conséquences à l'avenir. Voilà qu'aujourd'hui, l'impunité tend à devenir l'arme maîtresse de ceux qui voudraient passer outre sous silence leur sale besogne au nom de la paix. Ce qui est malheureux avec ce genre d'impunité, c'est qu'elle tend à affaiblir le poids de la justice et la raison d'État en sort toujours gagnant. Ceci est une mauvaise entorse à la loi. Tout crime de guerre ne doit pas rester impuni et doit faire l'objet d'une procédure, donc d'une poursuite judiciaire où l'accusé aura à répondre des faits qui lui sont reprochés. On n'a pas à taire de telles erreurs de parcours. Ça serait là une véritable maladresse qui nous classerait au même rang que les animaux sauvages. Il faut bien que les gens sachent le pourquoi d'une telle barbarie dont ils ont été les victimes. On n'a pas à nous laisser sans explication après tant de sang versé. On nous doit des explications sur les vrais motifs pour qu'il n'y ait plus jamais ça. Sans quoi, les mêmes erreurs pourront encore se reproduire. Seulement à la suite de ce processus qu'on pourrait juger du bien fondé ou pas d'une telle impunité. Soyons un peu sérieux. Ce n'est pas par un décret qu'on va balayer d'un revers de la main tous ces crimes au nom d'une paix supposée. Si la justice politique a le droit d'être, la civile a aussi le droit d'exister. Pour avoir su toujours jouer aux combinaisons gagnants, la politique a toujours eu plus d'un tour dans son sac. Et cette fois, nous ne voulons plus. Quel est le mot de la fin? On ne va pas tout le temps cracher gratuitement sur nos morts sans toutefois nous en donner quelques explications. Quelle est cette façon de faire où seule la brute et le méchant décident de tout et de leur propre sort, et le bon que nous sommes restions impuissants et n'avons que le droit de nous taire et de subir la volonté de ces seigneurs de guerre? On n'a pas le droit de continuer à faire comme si de rien n'était et de faire toujours la part belle à ceux qui se sont jamais souciés de notre triste sort, auquel ils nous ont souvent entraînés. Laisser faire ainsi les choses serait encourager le mal dans ce qu'il a de plus abominable, la peur de ceux qui se croient tout permis. Je suis contre cet état de fait et qui nous avance à reculons. Ce n'est pas par de telles mesures qu'on arrive à une paix véritable. Ce qu'on nous propose par de tels décrets, c'est juste une paix bénéfique à moyenne portée, qui ne résout pas nos vrais problèmes, mais les met en stand-by. C'est un peu remplacer une tâche par un trou, juste le temps d'un faux pas pour que les choses s'en viennent encore de plus belles. La justice a l'avantage de déterminer le rôle et le degré des responsabilités de tout un chacun dans cette déroute. Au cas où l'état de droit aurait volé en éclats à partir de ce moment, la tâche incombe aux Nations Unies et le droit de l'ingérence humanitaire s'impose. Hier, c'était la célébration de la 12e journée mondiale contre le sida, et l'Afrique subsaharienne continue de supporter
le plus gros fardeau du VIH-Sida avec près de 70% du total des personnes infectées par le VIH dans le monde. Dans un instant, nous aurons l'occasion d'écouter vos analyses et commentaires sur le sida, le mal du siècle. Mais d'abord, le plateau du JDA+, avant vos réactions par rapport au thème phare de cette semaine, l'Afrique et les nouveaux business de la communication politique. Pourquoi les conseillers en communication ont-ils la côte en Afrique? Ce vendredi, dans le JDA+, nous écouterons les éclairages de M. Antoine Glaser, rédacteur en chef de la Lettre du Continent, et puis aussi les analyses de M. François-Xavier Verschave, président de l'ONG Survie. L'Afrique et les mercenaires de la communication. Qui sont-ils et pour qui travaillent-ils? La réponse avec M. Christophe Champin, journaliste spécialiste des questions africaines et auteur d'une enquête sur l'Afrique et les communicants étrangers. En Afrique, y a-t-il aujourd'hui une frontière entre la communication et le conseil politique? Eh bien, nous aurons donc l'occasion demain d'écouter les analyses de M. Jean-Paul Pigas, directeur de l'agence Les Dépêches de Brazzaville. Quel poids financier représentent ces conseillers en communication pour nos économies si fragiles? M. Augustin Bemba, économiste à l'Université Paris X Nanterre, éclairera notre regard. Voilà donc le plateau du JDA+, de demain, vendredi, à partir de 20h, 2 minutes en Bruxelles, 21h02, heure de Paris. Mais vos analyses et commentaires nous parviennent. Les premières réactions de cette soirée, le recrutement des conseillers en communication par les dirigeants africains est un luxe pour nos États. Les prochains intervenants disent non à ce maquillage qui ne profite qu'aux seuls dirigeants africains soucieux de soigner leur image ailleurs que chez eux. Dire qu'après nos indépendances, nous éprouvions encore des grosses difficultés à nous séparer de ces chaînes mentales qui nous lient à un passé grotesque de notre histoire. Et c'est devenu, pour certains, le trait d'union entre le passé et l'avenir. Pour certains de nos dirigeants, cela a pris des allures d'un mauvais réflexe, véritable instinct de survie, que d'aller pêcher ailleurs des idées empoisonnées auprès des brillants élèves sortis des écoles de mercenaires les plus réputés, auprès d'illustres multinationales, quelquefois pétrolifères, et autres institutions de tout genre, sans compter leurs professeurs de renommée internationale tels que Bob Denard et autres. Des bidasses aux barbouzes et de illuminés de Dieu aux kamikazes à la Bob Denard. Les roublards de la communication ne demandent pas mieux que de nous mettre à genoux au profit de leurs protégés. Des vilains mauvais garçons qui leur auraient promis monts et merveilles. Amis sportifs, il y a de quoi se demander si les dieux ne nous sont pas tombés sur la tête, en juger par ceux qui se sont accaparés des postes de commande de nos États, nations, qui ne sont autres que des carapaces vides que les tortues auraient quittés depuis, de peur de se voir pris au piège par les experts de la torture en tout genre. À la tête de nos semblants États sans nation et de nos prétendues nations sans État, qui à plus de 90% sont des coquilles vides où tout reste à faire. Malheureusement, où règnent encore ces despotes qui sont incapables de subvenir aux besoins de leur population et pas toujours le cas de leur Manitou blanc en communication et autres sales besognes. Au lieu de chercher à vendre la bonne image de leur pays, voilà qu'ils se vertuent simplement, à coups de millions de dollars, à vendre leur propre image
auprès d'illustres institutions financières internationales pour tirer profit de leur position stratégique, de quoi endormir une fois de plus le peuple après l'avoir saigné à blanc. Communiquer ne veut pas dire que chercher à se donner une bonne carte de visite vue de l'extérieur. On ne devient bon communicateur que dans la mesure où on est écouté de son peuple, où on essaie de donner le meilleur de soi pour apaiser le climat sociopolitique dans le cadre de la loi qui ne viole aucun traité international de droits de l'homme. On ne se donne pas bonne conscience en s'entourant des meilleurs conseillers en communication, et ça quels que soient ces millions de dollars. Il ne suffit pas de donner un bon listing pour se débarrasser de ces fâcheuses habitudes. Pourquoi brûler autant d'argent pour rien? Et le pouvoir serait vraiment une fin en soi. La population souffre d'un manque de produits de première nécessité. Voilà que l'État, par ses autorités clés, trouve de quoi renflouer les poches de ces barbouzes blancs, de ces pigasses levés au rang des officiers supérieurs et de ces kamikazes à la Bob Denard qui dégainent aussi vite que leur ombre. Mais d'abord, le sujet de la semaine et son développement. Que faire pour que la faim cesse d'être une arme pour les chefs de guerre en Afrique? Depuis 1949, le droit humanitaire a interdit dans le monde l'arme de la faim avant les armes conventionnelles. Malheureusement, cette disposition n'est jamais respectée et la famine, toujours utilisée comme une arme, fait 30 millions de victimes par an. Ainsi, en Afrique, des milliers de personnes, en majorité des femmes et des enfants, meurent de faim parce que l'aide humanitaire est détournée, soit par les maquisards, soit par les mouvements politiques, en mal de reconnaissance sous le regard impuissant des organisations humanitaires. Qu'il s'agisse du Soudan, de la Sierra Leone, des Grands Lacs aujourd'hui ou de l'Éthiopie, de la Somalie, du Libéria hier, nombreux sont ceux qui utilisent cette stratégie d'affamer les populations comme arme. Alors selon vous, comment permettre aux populations civiles concernées de recevoir normalement l'aide alimentaire? Que dire de l'impuissance des organisations humanitaires d'urgence? Et quelle est la responsabilité de la communauté internationale dans l'acheminement de cette aide? Voilà, des questions qui continuent de vous faire réagir au journal des auditeurs et on y arrive. Première réaction, les organisations humanitaires sont manipulées autant par les forces en conflit que par la communauté internationale. Le prochain auditeur nous explique pourquoi les aides humanitaires sont toujours prises en otage, soit par les jeux des uns ou la manipulation des autres. On écoute son explication. Si certains pays, oiseaux de mauvais augure, disposent de l'arme nucléaire pour faire taire tout malentendu, chez nous autres pauvres diables, nous ne disposons que de seuls moyens de bord. Et fatalement, nous n'avons su trouver mieux que de nous emparer des aides humanitaires que l'on détourne à d'autres fins bien peu recommandables, dénué de tout bon sens. Ne tenons plus compte de la famine qui guette, menace et ravage déjà dans certaines zones à haute tension. Nous nous servons de cette arme pour faire chanter nos adversaires et faire taire nos populations, et aussi pour mettre la pression sur la communauté internationale pour avoir gain de cause à nos revendications et de même renforcer nos positions pour un meilleur rapport de force. Lamentable. La population dépourvue de tout, que nous avons trahi depuis belle lurette par des guerres sans âme et sans raison d'être. En temps de conflit armé, nos chefs de guerre
deviennent des seigneurs, tant par leur incitation à la haine, tant par leur brutalité inouïe. Il nous arrive encore malheureusement de nous comporter comme des gosses irresponsables et irréfléchis, s'emparer de aides humanitaires pour faire souffrir une population qui en a tant besoin est un crime à ciel ouvert. Et ceci est un acte criminel qui ne saura échapper à la justice des hommes. Pour que des populations désemparées aient foi en la loi, si cette pratique est devenue monnaie courante, ce n'est pas pour rien. Les pauvres types s'en servent comme une arme de dissuasion et ça marche à tous les coups. D'une part, ça leur permet d'avoir de l'emprise sur leurs otages. D'autre part, cela leur permet aussi et surtout de se réapprovisionner en armes et en hommes. À qui la faute? À ceux qui leur ont montré que le système n'était pas aussi faillible. Et ceux qui sont censés le protéger sont les mêmes qui les violent impunément, sans la moindre gêne. Ainsi, montrons le mauvais exemple aux petits sorciers d'à côté. Il est vrai que ceci se passe en Afrique, mais ce n'est pas différent de ce qui se passe ailleurs. Le Nil n'étant pas en mesure de tout bien faire, et quelquefois jouant une sorte de volte-face, il faut bien que certaines organisations humanitaires, apolitiques et non gouvernementales corrigent la copie et prennent la relève. Seul croc en jambe pour ces institutions qui quelquefois se portent mal, elles sont infiltrées par des agents spéciaux, agents secrets, qui sont là pour d'autres motifs non avoués. Tout ça parce que l'État aurait donné un petit coup de pouce. L'action humanitaire est une tâche noble, tout à fait noble et louable qui mérite toute notre considération et personne ne m'en démentira là-dessus. La famine comme arme en Afrique, le débat de la semaine, réagissez sans attendre. La femme a toute sa place dans notre société et elle a toujours su occuper l'espace et le temps, quoique l'homme lui ait toujours volé la mise pour en tirer meilleur parti. Que la femme ait toute sa place dans la société actuelle, cela n'est que lui rendre justice après tant d'injustices au travers des âges. La femme a toujours su inspirer les grands hommes, pour leur avoir le plus souvent été d'un conseil utile. Pourquoi la femme assumerait-elle toujours le second rôle, alors que ses idées sont mises en valeur par d'autres et font la gloire et le bonheur de ces autres? De la femme, nous sommes venus et c'est d'elle qu'est partie notre éducation de base. Et pourquoi vouloir à tout prix la tenir à l'écart des véritables enjeux de notre société? Elle est au même titre que l'homme un élément incontournable de la vie publique et une condition sine qua non du bien-être de la nation. On devrait faire quelques entorses à la règle pour donner à la femme la place qui lui revient de droit. Puisque les lois n'ont été faites que par les hommes et pour les hommes, et surtout taillées à leur juste mesure. La femme est une cellule de crise familiale. On le voit bien en cas de force majeure. Il y a certains pays qui ont longtemps dépassé ces vieilles traditions, ce débat inutile, et ont su donner
à la femme toute sa place dans la société, parmi lesquelles l'Inde, le Pakistan, le Sri Lanka, la Grande-Bretagne et surtout les pays scandinaves tels que la Norvège, la Finlande, la Suède et parmi lesquels le Danemark. Ne soyons pas dupes, car chacun de nous sait bien et au fond de lui que la femme est au cœur de tout et au centre de ce que nous sommes.